arc-en-ciel. والأشياء مقضية ما في التحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري متروك في الأرحم والأحشاء من النطفة صورني. Oui, si les amis, vous m'entendez cette fois-ci, j'espère bien que le... Oui, Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Restez en ligne, s'il vous plaît, parce qu'il y a nos deux intervenants, Hamid Chariet, qui sera en ligne en direct avec nous, et Monsieur Alexandre Alfkak, qui est notre correspondant à Casablanca. Premièrement, nous tenons à vous remercier de votre acceptation de participer avec nous dans cette émission. Et sachez-le, monsieur, c'est un grand honneur pour nous de vous avoir sur notre antenne, surtout un dimanche et un premier jour du Ramadan. Donc, ma première question, en attendant qu'on rentre en contact avec notre éditorialiste Hamid Chariet, pouvez-vous nous parler un petit peu sur le CNDH Maroc? Le Conseil national des droits est une institution nationale des droits de l'homme. Conformément au principe de Paris, il y a aujourd'hui 110 similaires à travers le monde. Le Conseil national est une institution constitutionnelle depuis la réforme constitutionnelle de juillet 2011 qui a pour mission de veiller à la protection des droits des fondamentaux des citoyens marocains, qui aujourd'hui est constitué d'un Conseil national et de 13 commissions régionales, ce qui fait au total plus de 300 militantes et militants des droits de l'homme. Le Conseil est une institution indépendante du gouvernement et du Parlement, mais qui travaille bien évidemment avec eux, mais qui est totalement indépendant et du Parlement et du gouvernement, qui jouit de l'autonomie financière, qui a publié jusqu'aujourd'hui plus d'une quarantaine de rapports sur l'état des droits de l'homme au Maroc. Et je viens de présenter, il y a une dizaine de jours, mon premier rapport, conformément à la Constitution, devant les deux chambres du Parlement et devant... Eh bien, alors je félicite M. Yazami et je souhaite la bienvenue dans notre émission Arc-en-Ciel tout d'abord. Merci de votre invitation. De rien. Monsieur Yazami, ma deuxième question est votre discours du 16 juin 2014 qui a été dans les deux chambres était l'occasion de présenter les acquis et disons aussi les défis et les attentes en matière de droits de l'homme, de liberté d'expression et de droits de la femme à l'échelle nationale et surtout en ce qui nous concerne sa partie internationale. Dans un moment et surtout le Maroc devient une terre de migration par excellence pour les Africains. Pouvez-vous nous expliquer ou nous résumer plutôt ces deux discours-là? Écoutez, le premier élément, c'est que conformément à la nouvelle constitution, toutes les instances constitutionnelles comme le Conseil national des droits de l'homme ou la Haute Autorité de l'audiovisuel ou la Cour des comptes et les autres institutions doivent présenter annuellement un rapport devant les deux chambres du Parlement au président du gouvernement. Donc après M. Drigeto, président de la Cour des comptes, j'ai eu l'honneur de présenter le rapport du Conseil national des droits de l'homme, où j'ai d'une part tracé le bilan des principales réformes accomplies par le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, avec notamment la réforme de la Moudawana il y a 10 ans. Nous célébrons ces jours-ci l'anniversaire de cette adoption, la reconnaissance du pluralisme culturel et linguistique du Maroc, avec notamment la création de l'Institut royal de culture amazigh, mais aujourd'hui l'inscription de la langue amazigh comme la deuxième langue nationale, les avancées de la Constitution, le chantier de la régionalisation, et j'ai essayé de tracer dans ce discours aussi les défis qui nous attendent en ce moment. Dans ces défis, parmi ces défis, il y a eu la nouvelle politique migratoire lancée par le Maroc. Vous savez qu'aujourd'hui, les flux migratoires sont pour moitié au niveau international, sud-sud. Il y a 30 ans, 40 ans, les flux migratoires allaient des pays du sud vers les pays du nord. Aujourd'hui, la moitié de ces flux partent d'un pays du sud vers un autre pays du sud. Et le Maroc n'échappe pas à cette règle, d'autant plus que le Maroc, en raison de sa situation géographique à 14 km de l'Europe, est une destination privilégiée.
Depuis le mois de septembre dernier, 2013, Sa Majesté le Roi, après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil national des droits de l'homme, a donné ses instructions pour la mise en place d'une politique migratoire humaniste et conforme au droit international, conforme à la constitution marocaine. Cette politique s'est traduite d'abord par l'ouverture d'un bureau marocain des réfugiés qui est en train de traiter en lien avec le Haut Commissariat aux réfugiés la situation des demandeurs d'asile, le lancement d'une politique de régularisation exceptionnelle qui a commencé le 2 janvier et qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2014 avec l'ouverture de 63 bureaux d'accueil dans toutes les provinces qui accueillent aujourd'hui les demandes de régularisation, les commissions régionales dans lesquelles d'ailleurs siègent des associations ont aujourd'hui régularisé pratiquement 20% des demandes. Nous avons aujourd'hui autour de 16 000, un peu plus de 16 000 demandes de régularisation en provenance de 96 nationalités. Et nous avons procédé, pas plus tard que vendredi dernier, à l'installation d'une commission nationale de suivi et de recours de l'opération exceptionnelle de régularisation. Cette commission que j'ai l'honneur de présider est composée des représentants de plusieurs ministères, des associations, y compris des associations de migrants eux-mêmes. Il y a par exemple M. Ivanda, qui est le président du Conseil des subsahariens du Maroc, Mme Aminata Pani, qui est juriste, et aussi des syndicalistes marocains, des personnalités qualifiées. Et en même temps, nous avons procédé, enfin le ministre M. Anis Bielou, qui est en charge des affaires de la migration, en plus de la communauté marocaine résidant à l'étranger, a signé des conventions avec plusieurs ministères et 12 associations pour permettre aussi le démarrage de la politique d'insertion. Il ne suffit pas simplement de régulariser la situation de ces migrants, mais il faut aussi mettre en place une politique d'insertion dans la société marocaine. Ma question, c'est, les amis, ça rentre un petit peu dans l'actualité, parce qu'il s'agit de l'image du Maroc en termes de droits de l'homme. Sachant que le Maroc traverse une période très 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 sensible dans son histoire. Il devient terre d'accueil et aussi terre d'exemple pour les droits de l'homme. Et nous avons énormément d'ennemis, j'ose dire. Et quelle réponse à travers le Conseil, à travers les directives que le Conseil donne aux autorités marocaines pour que l'image du Maroc soit la plus propre possible par rapport à d'autres pays qui ne sont pas à la hauteur de... Écoutez, sur cette question d'abord, moi je pense que nous avons besoin des droits de l'homme parce que c'est une volonté royale et c'est une volonté de la société marocaine. Nous ne mettons pas en œuvre les droits de l'homme parce qu'il s'agit d'avoir une image, une bonne ou une mauvaise image. Il s'agit je rappelle que le cheminement du Maroc en matière de droits de l'homme a commencé il y a plus de 15 ans et c'est parce que Sa Majesté le Roi le veut et parce que la société marocaine le demande. Donc si nous développons une politique en matière de droits de l'homme, c'est pour plaire ou déplaire, c'est parce que nous le voulons, c'est parce que nous nous inscrivons comme État et comme société dans le cours universel de la promotion et de la défense des droits. Deuxième remarque, sur laquelle j'insiste aussi, c'est que le chemin pour les droits de l'homme est un chemin infini. Il n'y a pas de paradis sur Terre, il n'y a pas sur Terre de paradis des droits de l'homme, qui est un combat continu. Aujourd'hui, moi j'ai eu l'honneur de siéger au bureau de la Ligue française des droits de l'homme, dont j'étais le vice-président, secrétaire général aussi adjoint à un moment. Il y a encore aujourd'hui des centaines de sections de la Ligue française des droits de l'homme qui se battent quotidiennement pour les droits de l'homme. Donc c'est un chemin continu. Et troisième chose, il est normal, de mon point de vue, au-delà des tentatives des adversaires ou de telle ou telle partie, il est tout à fait normal d'avoir des critiques. Il ne faut pas en faire une exception marocaine. Non. Nous, il y a aujourd'hui un intérêt au niveau international pour ce qui se passe au Maroc, et c'est tout à fait normal. Tous les organisations internationales et les systèmes des Nations Unies des droits de l'homme qui suivent de manière professionnelle ce qui se passe au Maroc, souligner les avancées, comme l'a fait Madame Navi Pillay
qui est haut commissaire aux droits de l'homme, qui était en visite au Maroc, qui a été reçu par Sa Majesté le Roi et qui a donné une conférence dans le siège même du Conseil national des droits de l'homme. D'ailleurs, vos auditeurs peuvent écouter sur notre site, sur le site du CNDH, son discours, et vous verrez qu'elle salue les progrès du Maroc et elle souligne certaines difficultés, mais c'est tout à fait normal parce que ce sont les difficultés que nous soulignons nous-mêmes. Par exemple, aujourd'hui, nous avons publié dès octobre 2012 un rapport sur les prisons qui disait qu'il y avait des problèmes en matière de droits de l'homme dans les prisons. Donc c'est nous-mêmes qui constatons nos problèmes. Et ce qu'il faut maintenant, c'est continuer à réformer, c'est mettre en œuvre notre constitution, la constitution marocaine qui a été élaborée par des Marocains, adoptée par des Marocains et qui a été adoptée à la suite d'un grand débat national avec des centaines, je dis bien des centaines de contributions des partis politiques marocains, des syndicats marocains, des associations marocaines. Et cette constitution comporte 60 articles sur 180 qui sont en lien avec les droits de l'homme. Et donc maintenant, il faut les mettre en œuvre. Et il n'y a pas de mal en matière de droits de l'homme au contraire, à reconnaître ces difficultés. Et donc, nous réformons de manière graduelle après des débats nationaux et nous avons des difficultés, mais nous les traitons. Dans d'autres pays, et malheureusement l'actualité tragique de notre région nous fournit tous les jours des exemples, les gens s'entretuent sur ces questions. Nous discutons, nous débattons, la paix et la stabilité sont là, il y a des difficultés bien évidemment. Les reconnaître et soi-même les détecter. Et tout le monde, si vous lisez le rapport du secrétaire général des Nations Unies, tous les rapports de toutes les ONG internationales, les déclarations de Mme Navi Pillay, qui est la plus haute responsable au niveau des Nations Unies des droits de l'homme, vous verrez qu'ils reconnaissent, les avancées du Royaume, le travail professionnel du Conseil national des droits de l'homme, et 3, ils soulignent des difficultés, mais nous, ce sont des difficultés. Oui, Hamid. Très bien. Ma quatrième question, Monsieur Yazami, quelles sont les orientations de Sa Majesté Mohamed VI pour les MRE aujourd'hui? Car on voit beaucoup d'MRE, notamment en France, qui est la première communauté marocaine résidant à l'étranger. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes notamment. Et on voit aussi que le Maroc a du mal à avoir des moyens de communication pour faire passer des messages au niveau international, surtout en question des droits de l'homme, dont vous avez parlé très rapidement, notamment à travers les droits de l'homme et de la coopération sud-sud, et du rôle que Sa Majesté aujourd'hui est en train de jouer aussi concernant les MCRE, à travers le CCME, et vous avez été président de cette institution. Selon vous, ne faut-il pas encourager, voire accompagner tout processus qui irait dans ce sens, et plus particulièrement la promotion des relations France-Maroc? Écoutez, la première chose, si vous voulez, c'est que je ne crois pas, sérieusement, j'ai une autre approche sur la question du Maroc en matière de droits de l'homme au niveau international. Le Maroc vient d'être élu au Conseil des droits de l'homme. Le Maroc est le pays de la région, je dis bien le pays de la région, qui a le plus d'action et qui est le plus ouvert au système des Nations Unies de suivi des droits de l'homme. À la différence d'autres pays, que je ne veux pas citer, qui ne reçoivent jamais ces mécanismes des Nations Unies. À partir du moment où vous êtes fermé au système des Nations Unies de surveillance des droits de l'homme, on parle moins de vous, donc c'est normal qu'on parle du Maroc, mais parce que le Maroc est ouvert et qu'il va rester ouvert. Il y a des ONG internationales qui ont demandé des visas pour aller dans certains pays qui ne les ont jamais eus depuis 2005. Nous, on ne leur demande pas de visa. Ils viennent, ils font leur travail et c'est tout à fait normal. Et cela est un signe de puissance, de force, de confiance en soi. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Troisième remarque, c'est que un autre exemple de la confiance qu'il y a dans le Maroc, c'est le Maroc qui va accueillir en novembre prochain à Marrakech le 2e Forum mondial des droits de l'homme. Le premier a été organisé par le Brésil en décembre 2013. C'est nous qui allons accueillir le second forum en novembre prochain.
C'est-à-dire que nous allons accueillir plus de 5000 personnes. Le 23, je crois, le 23. À partir du 23 au 27 novembre prochain. Donc c'est un pays ouvert qui n'a rien à craindre, qui reconnaît, qui constate lui-même qu'il a avancé et qu'il doit encore plus avancer, parce que, comme je l'ai dit, c'est nous qui voulons cela pour nous-mêmes. On parlait de la question de la communauté marocaine à l'étranger, particulièrement en ce moment un certain nombre de difficultés. Il faut laisser les gens qui doivent régler ces problèmes les régler entre les deux gouvernements. Mais quel est notre rôle à nous, Marocains, en France? C'est d'abord, d'expliquer ce que nous faisons, et de l'expliquer sans langue de bois. Ce n'est pas, c'est de l'expliquer tout simplement avec les faits. Il y a dans tous les pays du monde, à des degrés divers, il y a dans certains pays du monde, comme je le disais tout à l'heure, les gens sont en train de s'entretuer, de faire des crimes. Nous, nos problèmes, nous en parlons, on en parle publiquement, avec des rapports professionnels. Si vous voyez du Conseil national des droits de l'homme, vous verrez qui parlent de nos difficultés, donc, et qui font des solutions, et nous avançons. Deuxième remarque concernant les Marocains à l'étranger, il y a à mon avis, un certain nombre de problèmes qui ont aujourd'hui que les communautés affrontent et que ces communautés doivent régler par elles-mêmes dans les pays où elles séjournent. Lorsque vous avez la montée, de mon point de vue, aujourd'hui la grande difficulté et le grand enjeu des communautés marocaines et des responsables associatifs, c'est comment, dans les pays où ils résident, renforcer leurs alliances, discuter des problématiques émergentes. J'en vois au minimum 3. Le premier, c'est l'émergence des mouvements populistes d'extrême droite. Nous ne pouvons pas aujourd'hui simplement discuter entre leaders associatifs marocains et intellectuels et moyens de communication de la situation en Europe comme il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous avez un Parlement européen, par exemple, où il y a des forces politiques d'extrême droite, populistes, xénophobes, qui sont de plus en plus fortes. Donc, pour la France, quelle est la question, c'est comment il peut y avoir une réflexion D'où l'importance d'avoir des moyens de communication pour effectivement lutter contre l'antisémitisme, l'islamophobie et la xénophobie. Vous avez premier point, c'est comment réfléchir aujourd'hui. En France, une des forces politiques les plus importantes, sinon la plus importante, qui est le Front National. Deuxième question, vous venez de le dire, c'est tout ce qui tourne autour de la question de la problématique religieuse. Islamophobie, organisation des croyants, capacité de ces croyants et de leurs associations de discuter avec la société française. Vous savez que j'étais responsable de la mission laïcité de la Ligue française des droits de l'homme. C'est aujourd'hui, quelle est la parole que les musulmans, dont les Marocains, peuvent porter dans la société, dans une société qui se pose des questions. Et ce n'est pas simplement la France qui se pose ces questions sur l'islam, ce sont toutes les sociétés européennes. Et troisième question, vous venez de le dire, aussi, c'est tout ce qui concerne les discriminations. Lorsque vous voyez tous les travaux, toutes les études qui sont sorties sur ces dernières années sur l'insertion professionnelle, les performances scolaires des enfants d'immigrés dans les enfants marocains, de mon point de vue, cette question doit être une des questions centrales qui doivent nous préoccuper. Alors, la quatrième question, c'est quels sont les liens que le Maroc a ou pas avec sa communauté et avec sa diaspora. À cet égard, je voudrais sérieusement appeler tous mes compatriotes à comparer la politique que développe le gouvernement marocain depuis des années et la comparer avec les politiques que d'autres gouvernements développent à l'égard de leur diaspora. Pardon. Je pense que et c'est pas moi qui le dis, ce sont des travaux scientifiques très sérieux développés notamment aux États-Unis. Le Maroc s'est distingué depuis plus de 20 ans en essayant de mettre en place une politique à l'égard de sa communauté expatriée. Il y a un ministère qui est en charge de cette question et on peut critiquer telle ou telle chose, mais pour l'essentiel, il y a une politique. Deuxième élément, il y a un conseil
de la communauté marocaine à l'étranger, dont il faut faire un bilan qui est devenu maintenant, avec la nouvelle constitution, une instance constitutionnelle, qui va devenir une instance constitutionnelle. Il faut maintenant faire adopter la loi pour qu'il y ait ce conseil. Et troisième chose, il y a tout ce qui peut contribuer à la contribution de ces Marocains au développement du pays. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous voyez le nombre d'initiatives que la communauté marocaine, parfois silencieusement, développe en matière de recherche, d'aide à l'université marocaine, par exemple, il y a des choses extraordinaires qui se font. Donc, et enfin, c'est comment les Marocains peuvent aussi participer au niveau politique, une des questions qui est posée. Et là-dessus aussi, débattre et mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles. Vous savez, les provinces du sud du Maroc, c'est quelque chose de très cher par rapport à l'ensemble des Marocains résidant à l'étranger. Oui. Et nous avons besoin de savoir s'il y a matière à travers les institutions que vous présidez, voire même les ministères chargés de la communauté marocaine résidant à l'étranger ou bien la fondation Hassan II, y a-t-il matière de permettre aux associations, voire même des personnes qui rentrent dans le domaine de la promotion de ces provinces, à travers des événements, à travers des festivals de longue durée, à travers des conférences, des débats sur l'échelle européenne? Écoutez, d'abord, moi j'invite tous mes compatriotes à bien suivre le travail des commissions régionales du Conseil national des droits de l'homme. Vous savez que nous avons 3 commissions régionales du Conseil qui sont dans les provinces du Sud, une entre Tantan et Asselzek, la deuxième est à Laayoune, Boujdour, et la troisième, Dakhla, au Sept. Ces commissions régionales, de l'avis de toutes les organisations internationales des droits de l'homme et de Madame Navi Pillay elle-même, font un travail quotidien de proximité auprès des citoyens marocains des provinces du Sud. Notre objectif, conformément aux directives royales, c'est que nos compatriotes des provinces du Sud aient les mêmes droits exactement que tous les autres citoyens. C'est le travail du Conseil national des droits de l'homme qui est reconnu aujourd'hui, qui a été reconnu dans tous les rapports du secrétaire général des Nations Unies depuis 3 ans, toutes les organisations internationales, Madame Navi Pillay, l'Union européenne, et ce travail se fait dans la transparence puisqu'il y a des dizaines de conseillers politiques des ambassades qui sont au Maroc qui visitent les commissions régionales des provinces du Sud. Donc nous faisons notre travail de manière professionnelle, incontestable et continue. Voilà, deuxième élément, si vous permettez, c'est la mise en œuvre des recommandations du rapport du Conseil économique, social et environnemental. C'est un rapport qui est disponible sur le site du Conseil économique, social et environnemental, du CES marocain. Vous verrez que le Conseil a procédé à un bilan professionnel, transparent, sans concession sur ce que nous avons réussi et quels sont les défis en matière de développement de ces provinces. Et il s'agit maintenant de mettre en œuvre les recommandations de ce rapport qui est disponible sur Internet. Il faut le faire connaître. Il faut aller sur le site du Conseil, le télécharger, le lire et le cliquer. Et troisième chose, il faut aussi avancer dans le chantier de la régionalisation et de l'autonomie avancée. Dans les prochains mois, le Parlement marocain aura à discuter des propositions du gouvernement en matière de régionalisation. Il faut avancer dans ce domaine en direction des provinces du Sud. Donc, ce que j'invite l'auditeurs d'une part à s'informer de manière la plus correcte sur ce que nous faisons et voir à partir des chantiers que le Maroc va développer, voir comment on peut, avec la communauté, établir des projets, des partenariats. Je donne un exemple tout simple. Ou des relais. Nous avons soutenu il y a un mois à Agadir le deuxième festival de théâtre national Hassani. Il y aura un autre festival à Dakhla à partir du 14 août. Il y a un autre festival de théâtre Hassani à Laayoune. Nous sommes en train de faire avec nos partenaires le musée de l'histoire du à Dakhla. Donc il y a aussi en matière économique énormément de choses à développer et donc il s'agit de voir à partir des compétences
des associations marocaines de l'étranger, ce que nous pouvons développer comme projet. Mais la condition première, c'est de venir visiter ces provinces, de voir les acteurs sur place, de les écouter, et pas de plaquer sur eux des projets, de voir quels sont leurs besoins, et quelles sont les orientations stratégiques du pays dans ce domaine. Et je les répète, c'est action des commissions régionales du Conseil, mise en œuvre des recommandations du rapport du Conseil économique et social, et 3 chantiers de la régionalisation. Je donne un exemple. On pourrait imaginer, par exemple, dans le cadre de la coopération décentralisée, et avec des élus d'origine marocaine, des jumelages avec des municipalités de provinces du Sud. On peut imaginer des échanges de jeunes, on peut imaginer des séminaires de formation ensemble, donc on peut imaginer beaucoup de choses, mais il faut que ça soit fait à partir de ce que nous faisons ici, et pas plaqué sur la situation des provinces du Sud. Parfait. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier de votre participation avec nous. Sachez-le que... Merci infiniment. J'espère avoir l'occasion de visiter vos studios et d'avoir un entretien direct. Ce sera avec un grand plaisir et surtout avec quelqu'un qui connaît la ville de Lyon. Ramadan Karim. Oui, Ramadan Karim. Merci. Barakallahu fik. مع السلامة. الله يحفظك. Ramadan Karim à vos visiteurs. كذلك مع السلامة سيدي. Donc, si vous avez quelque chose à nous dire sur l'avancement des droits de l'homme dans notre cher pays. Alors, il y a éventuellement, disons, le Maroc, au niveau du bilan, je dirais, des droits de l'homme du Maroc, il est mitigé, d'une part, et d'autre part, le Maroc a fait beaucoup de progrès considérables depuis les années de plomb, sous le règne de Hassan II de 61 jusqu'à 99, mais malgré la modernisation, aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes qui sont encore proférées avec des abus de pouvoir. Il reste beaucoup de choses à faire au niveau de la démocratie qui ne fonctionne pas, au niveau des institutions. Il lui faut une démocratie pour tous et une méritocratie qui manque parce que nous voyons dans ce gouvernement aujourd'hui, c'est pas la palissade, c'est le népotisme. On fait rentrer son neveu, on fait rentrer sa femme, on fait rentrer son frère au niveau des gouvernements. C'est inadmissible dans un Maroc moderne. Donc il y a beaucoup de choses à faire également au niveau des élections. Je pense aujourd'hui à la deuxième chambre qui est illégale, car depuis déjà 2 ans qu'elle fonctionne, elle n'a pas de statut, car les textes, depuis 2 ans qu'il y a le gouvernement du PJD, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas, donc nous sommes dans une situation illégale et ça se prolonge. Ce sont des gens qui sont payés, aucune loi à l'heure actuelle n'a été faite et on prolonge et il n'y a pas encore de loi organique qui concerne les élections de 2015 sur la régionalisation. Il y a beaucoup de choses aussi qui doivent se faire sur, je dirais, la liberté d'expression, la presse également, donc écrite et orale. Il y a énormément de problèmes au niveau de la presse écrite et orale, car l'État aujourd'hui veut contrôler l'idéologie, donc un discours monolithique. Et là, la liberté de la presse, bien sûr qu'il y a des règles dans tous les pays du monde, mais quand on ajoute en dehors de la Constitution, il y a 3 choses: ne pas toucher le territoire, la monarchie et la religion, mais le reste, on est libre. Comme disait Mohamed VI dans son discours, la liberté de la presse, c'est une information pour tous, je ne me rappelle plus d'expression, mais le commentaire est libre. Troisième chose qu'il y a, c'est les persécutions politiques. On ne comprend pas aujourd'hui, il y a encore des prisonniers de type de droit, pas de droit commun, mais de droit politique. Et là, il faut qu'ils se défendent, il faut que ça soit clair. Donc il y a à revoir au niveau du tribunal, et le tribunal des droits de l'homme, où on le voit au niveau des entreprises, où l'on achète le juge au prix où il coûte et on le vend au prix du marché. Il y a également, je dirais, les droits sociaux et d'égalité sur le problème des femmes. Et on voit la déclaration du Premier ministre aujourd'hui qui considère les femmes, elles doivent revenir chez eux parce qu'il a un souci de dire que si les femmes ne travaillent pas, elles vont libérer des postes pour les hommes. C'est inadmissible. Vous avez les identités également. Il y a le problème aussi de ce qu'on appelle la peine de mort. Il y a la réforme de la police et la réforme de l'armée. Mais surtout, il y a des controverses
depuis 2006 sur les problèmes de prison et sur la CIH et les organisations et les associés. Il y a donc beaucoup de travail à faire. Voilà. Professeur, Oui. vous êtes en train de nous faire un constat qui est quand même un tableau noir. Donc, si on prend ce constat, donc les avancées du Maroc, avec la reconnaissance à l'échelle internationale, donc c'est pas grand-chose. Est-ce que tout est noir au Maroc? Non, il y a beaucoup de progrès qui a été fait, mais ce que nous aurions souhaité, c'est que la méritocratie. Moi, je viens revenir des États-Unis, il est anormal qu'on trouve une associée marocaine où il y a 150 bijoux, c'est la fuite des cerveaux, dont certains ont 81 brevets qui travaillent pour Google et LinkedIn et autres, et que le Maroc ne les puisse pas les intégrer parce que dans les partis politiques, il y a une espèce d'ostracisme, il y a une espèce de blocage. Vous regarderez le RNI, vous regarderez le PJD, il y a une espèce de régression, même au niveau des partis politiques, du populisme. Ça n'a jamais été il y a 30 ans. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible pour les Franco-Marocains. On les fait jouer dans les équipes nationales et ils représentent le drapeau de l'État. Pourquoi on ne les accepte pas dans les structures politiques? De quoi ont-ils peur? Voilà, nous avons des amis qui étaient là, qui étaient dans les années de plomb. Bien voilà, il est intégré dans l'État, il a un poste extrêmement important, il a même un deuxième poste, et il y en a d'autres. Mais pourquoi, nom de Dieu, on ne les intègre pas? Pourquoi cette masse, ces petits cerveaux qui n'arrivent pas à se trouver dans les structures qui sont bloquées? Alors vous avez un Parlement, il y a plus de 50% de gens qui ne savent ni lire ni écrire. C'est inadmissible, ça c'est inacceptable. On devrait donc mettre au niveau des élections, et même à la limite dans le gouvernement dont il a besoin, quand quelqu'un n'a pas un doctorat, ne devrait pas être ministre. Dans les pays du tiers-monde, c'est très important, parce que la politique du Maroc ne devrait pas se faire avec la longueur d'une queue d'une manifestation. C'est très important. C'est pas parce qu'on rassemble des camions de gens qui viennent de voter parce que c'est une politique de proximité, alors qu'ils n'ont aucune vision. Et je le vois moi-même que je dirige des groupes d'experts à Casablanca, c'est une catastrophe. C'est impossible. Ils reprennent le CNDL, par exemple, les sociétés de développement local, ils ne savent pas que ça existait en 1960 en France. C'est très important. Parfait, Sylvain Kak. Donc, votre message est clair, mais sachez-le, le fait que nous avons un président du Conseil national des droits de l'homme, un franco-marocain, c'est un exemple réel de la possibilité de réussir dans notre cher pays. Mais par contre, en deux mots. C'est important et je le félicite d'avoir ce qu'il fait. Il fait du très bon travail, excellent travail qu'il continue, mais il devrait quand même défendre les Marocains et devrait avoir une politique claire pour les Franco-Marocains de participer à la politique du pays. C'est un droit constitutionnel et on ne comprend pas pourquoi certains partis aujourd'hui sont extrêmement réticents et même le Conseil national des immigrations à la dernière émission de télévision, il a dit c'est pas une priorité. C'est une erreur. C'est une erreur. Voilà. C'est une erreur et sachez-le, on est là pour la dénoncer et les Franco-Marocains ou les émireux, quelle que soit leur situation dans le monde, ce sont des Marocains à part entière. Professeur Fkak. C'est une valeur ajoutée pour le Maroc. Exactement. C'est un PNB, c'est un produit national de bonheur. Exactement, avec un mois de Ramadan en pleine chaleur. Nous vous souhaitons un bon jeûne et un bon Ramadan لك والعائلة ديالك ولجميع المغاربة بأرجاء العالم. تحيات صديقة من صدق عبد اللطيف والمهدي وكذلك لدكتور أليس حميد شريط من باريس البروفيسور عبد اللطيف فكاك وشكرا جزيلا لسيدريس Yazami de son acceptation de participer avec nous. Nous sommes ouverts à toute personne qui souhaite travailler pour la promotion de notre très cher pays, le Maroc, et la promotion des relations France-Maroc dans un cadre d'une coopération sud-sud. Voilà, merci beaucoup. Ramadan Moubarak Saïd pour tous les Franco-Marocains et les Marocains, bien sûr, et le monde arabe. بارك الله. شكرا سي الفكاك وإلى اللقاء. مع السلامة. شكرا.